En 2027, Nintendo sortira le très attendu film The Legend of Zelda. Cela fait des années que les fans de la saga l'attendent avec impatience. Sur les réseaux sociaux, on a longtemps vu des créateurs s'amuser à imaginer un film Zelda en 100% animation, s'inspirant des longs métrages du studio Ghibli. La douche a donc été plutôt froide quand, en mars 2025, une annonce officielle de Nintendo nous a expliqué que le film serait en live action, avec des prises réelles et des acteurs réels. Pourtant, ce n'était pas si bête que ça de penser à l'animation dans un style Ghibli pour une série comme Zelda. Déjà, il faut avouer que c'est plutôt joli et que ça colle plutôt bien, mais aussi parce que Nintendo et Ghibli sont deux géants de la pop culture japonaise depuis plusieurs décennies déjà. On voit très souvent des comparatifs entre les jeux vidéo de l'un et les films de l'autre. Mais qu'en est-il vraiment ? En cette période de fête de fin d'année, je vous propose une vidéo un peu plus légère qui parviendra peut-être à vous faire oublier que vous êtes ruiné à cause des cadeaux. Prenez donc un chocolat chaud, mettez-vous sous un plaid et voyons ensemble les différentes références et inspirations que les jeux Zelda ont prises chez le studio Ghibli. Alors évidemment, pour commencer, je ne suis pas du tout le premier à évoquer le sujet. Pour faire cette vidéo, je me suis appuyé sur différents travaux déjà réalisés par d'autres créateurs. Je peux par exemple vous citer le compte X Zelda Anecdote qui en avait déjà fait un thread entièrement dédié. Également, jeuxvideo.com aussi en avait déjà réalisé un article. Bien, une fois que tout cela est dit, rentrons dans le vif du sujet. Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario mais aussi de Zelda, connaît bien évidemment le travail de Hayao Miyazaki, le fondateur du studio Ghibli. Pour dire, les deux hommes ont déjà fait une interview à deux. Bon, elle date un peu puisque c'était en 1992. Mais même sans ça, le studio Ghibli a une influence tellement forte au Japon qu'il impacte forcément le travail d'autres créateurs de la pop culture japonaise. Eiji Aonuma, qui devient directeur de la série Zelda à partir de The Wind Waker, citera Miyazaki comme l'une de ses plus grandes influences dans sa démarche de création. Et si nous commencions à évoquer les inspirations qu'ont prises Nintendo en parlant de The Wind Waker justement ? Conan, le fils du futur, est une série animée créée par Miyazaki en 1984, soit avant la création du studio Ghibli. Dans cette série, Conan est un jeune garçon d'environ une dizaine d'années qui vit sur une île et qui doit aider une jeune fille menacée d'être enlevée par différents antagonistes. C'est très grossièrement résumé, attention. Dans cette série, il fait souvent beau et les couleurs sont chatoyantes. Mais l'histoire nous raconte en fait celle d'une ancienne guerre qui a décimé une bonne partie de la population. À l'époque où se déroule la série, le monde a été immergé sous la mer. Le futur est donc évoqué par ce vaste océan. Je pense ne pas avoir vraiment besoin de vous présenter où sont les similitudes avec The Wind Waker, un jeune garçon qui vit sur une île, une jeune fille qui se fait capturer, un ancien conflit qui a abouti à une catastrophe et un monde englouti sous les flots. On comprend bien pourquoi Aonuma citait Miyazaki comme l'une de ses plus grandes influences. Et on va voir que c'est loin d'être un cas isolé. Mais c'est surtout avec Breath of the Wild et Tears of the Kingdom que les influences Ghibli se font beaucoup ressentir. L'une des plus connues est sans doute celle qu'a eue Princesse Mononoke. Un jeune homme vêtu de bleu, combattant un sanglier empli de rancœur et effectuant un périple à travers la forêt, certains pensent en effet tout de suite à Breath of the Wild en regardant Princesse Mononoke. Le message véhiculé dans ce film est un message écologique, critiquant l'idiotie de la guerre et de la technologie et prônant le respect de la nature et de ses habitants. Et Breath of the Wild se déroule lui aussi dans un présent où la guerre du passé et la technologie ont détruit une bonne partie du royaume d'Hyrule, laissant à la nature l'occasion de reprendre ses droits. Ashitaka, le héros du film, rencontrera plusieurs esprits au fil de sa quête, comme le peuple sylvain par exemple, que beaucoup associent au Korogu de par leur petit tintement de bois qu'ils émettent. Il rencontrera aussi le dieu cerf qui peut effectivement beaucoup nous faire penser à Alpha, sorte de demi-dieu à l'apparence équine, retrouvable sur le mont Satori dans Breath of the Wild. Mais il est vrai que le dieu cerf peut également nous faire penser à Raoru, l'ancien roi d'Hyrule dont nous apprenons l'existence dans Tears of the Kingdom. Et ce n'est d'ailleurs pas le seul élément dont Tears of the Kingdom semble s'inspirer dans Princesse Mononoke. Au début du film, lorsque Ashitaka combat le sanglier,
La rancœur qui entoure ce dernier vient s'enrouler autour de son bras pour grièvement le blesser et corrompre son membre. Et c'est quelque chose qui nous fait bien sûr penser au début de Tears of the Kingdom, où les miasmes de Ganondorf s'enroulent autour du bras de Link et le blessent grièvement aussi. C'est une chose dont on a déjà parlé sur la chaîne. La notion de corruption est assez présente dans les deux œuvres d'ailleurs, et pas que pour le bras de chacun de leurs héros. Pour ce qui est du sanglier en lui-même, par contre, beaucoup de personnes pensent que le choix de l'animal n'est pas du tout une coïncidence et montre donc clairement une inspiration, dans un sens ou dans un autre. Et en effet, comment ne pas penser à Ganon en voyant ce sanglier géant corrompu? Cependant, c'est un petit peu plus complexe que ça. Le sanglier est porteur d'une symbolique au Japon. En effet, il fait partie des signes du zodiaque japonais représentant la force, la défense et la détermination. Ce n'est donc pas pour rien que cet animal est repris dans de nombreuses œuvres où la majorité des créateurs sont japonais. Attention, il faut bien différencier le sanglier du cochon, qui lui symbolise plutôt la gourmandise à outrance et l'aisance. C'est ce qu'on voit dans le voyage de Chihiro, où les parents de la petite fille, obnubilés par l'opulence et la nourriture, sont transformés en cochons. Voilà, ce sont donc des animaux qui représentent des choses et qui sont véritablement symboliques. C'est un petit peu comme le loup en Occident par exemple, qui représente le mal et le danger et que l'on retrouve donc dans beaucoup de contes, de légendes et de fables. Pourtant, ce n'est pas vraiment la connotation qu'il a en Asie de l'Est, puisqu'il représente plutôt la protection. Ce qui se remarque dans Princesse Mononoke, étant donné que la princesse chevauche la déesse louve Moro, qu'elle considère comme sa propre mère. D'ailleurs, une princesse à fort tempérament, à dos de loup et prête à tout pour sauver son monde, je ne sais pas vous, mais moi, ça me rappelle bien un personnage connu de Twilight Princess. Revenons sur Tears of the Kingdom, en le comparant désormais à un autre Ghibli, Le Château dans le ciel. Dans ce film, nous suivons l'histoire de Chita, une jeune fille descendante d'une ancienne civilisation ayant trouvé foyer dans le ciel. Chita est en possession d'une mystérieuse pierre qu'elle tient de ses ancêtres. Il est difficile de ne pas penser aux Sonao, peuple descendu des cieux dans Tears of the Kingdom. Chita nous fait aussi bien sûr penser à Zelda, que l'on apprend être la lointaine descendante de Raoru, l'un des derniers Sonao justement. Certaines scènes du château dans le ciel semblent avoir beaucoup inspiré cette suite de Breath of the Wild, avec la chute de la jeune fille sauvée par sa pierre par exemple. Pour continuer sur le Ghibli, Chita s'accompagne d'un jeune garçon pour se rendre dans le ciel, sur les lieux de l'ancienne civilisation disparue, la Piuta. Et cette île céleste est en fait gardée par de mystérieux golems, ayant une grande forme humanoïde et de longs bras. Encore une fois, difficile de ne pas penser au golem de Tears of the Kingdom, encore plus à celui de Mineru, qui ressemble beaucoup à ceux de la Piuta. Mais ce n'est pas qu'esthétiquement que ce jeu semble s'appuyer sur le château dans le ciel, c'est aussi dans le message qu'il transmet. Le film d'animation nous parle donc d'une civilisation disparue, mais elle n'a pas disparu pour n'importe quelle raison. Les habitants de la Piuta se sont beaucoup investis dans leur technologie, ils se sont convaincus d'être plus forts que tout, mais ceci a causé leur perte. Et c'est exactement la même chose pour le peuple Sonao. Des références à leur arrogance et à leur orgueil sont d'ailleurs souvent faites dans les souvenirs de la princesse Zelda. Ils se sont crus plus forts que tout, ils se sont en fait eux-mêmes condamnés. Et c'est justement à la fin de ces souvenirs que l'on apprend que la princesse Zelda a décidé de se transformer en dragon blanc pour restaurer la lame purificatrice. Beaucoup de joueurs y ont vu un clin d'œil au voyage de Chihiro où Aku se transforme lui aussi en un dragon blanc similaire. Et ces types de dragons sont assez présents dans le folklore japonais en fait, apparaissant dans de nombreuses histoires mythologiques. En revanche, pour ce qui est de la façon dont la princesse se transforme, d'autres ont vu une référence ailleurs. Pour se changer en dragon blanc, Zelda effectue ce qui est appelé le rite draconique par Mineru, c'est-à-dire qu'elle avale sa pierre occulte pour devenir une créature capable de traverser les âges, une créature immortelle. Dans un autre Ghibli, toujours signé Miyazaki, un personnage a conclu un pacte avec un esprit nommé Calcifère, Aoru, dans le château ambulant. En échange de lui donner son cœur, Calcifère change Aoru en un être immortel, capable de voler et doté de mystérieux pouvoirs. Et ce pacte se scelle justement par Aoru, ingérant Calcifère dans une scène qui nous rappelle beaucoup le rite draconique de Zelda, il faut bien l'avouer.
Le château ambulant de Haoru, dont le film tire son nom, ressemble aussi un petit peu aux différents croquis des créatures divines que l'on peut retrouver dans le Masterworks nous expliquant la création de Breath of the Wild. Les créatures divines auraient donc pu être bien différentes de ce qu'on a finalement eu en fait. Je pense que vous l'aurez remarqué, les inspirations que prend la saga Zelda dans les films du studio Ghibli sont surtout présentes dans Breath of the Wild et dans Tears of the Kingdom. Du moins, c'est dans ces deux jeux-là que les fans remarquent le plus de similitudes avec les œuvres de Miyazaki. Et vous allez voir qu'on n'en a pas terminé. Penchons-nous maintenant sur un autre film, Nausicaa de la Vallée du Vent. Dans cette histoire, Nausicaa est une jeune princesse qui vit dans un monde post-apocalyptique où la Terre a été ravagée par la guerre il y a de cela plusieurs siècles. Dans ce monde-là, la pollution fait rage. Plusieurs personnes ont remarqué des similitudes entre Zelda et Nausicaa, notamment sur l'aspect visuel. Ça non plus, ce n'est pas la première fois qu'on en parle sur la chaîne, mais les profondeurs d'Hyrule de Tears of the Kingdom semblent beaucoup s'inspirer du monde pollué de Nausicaa, en particulier la mer de décomposition où se retrouvent différentes plantes étranges et des spores de champignons. Les divers insectes géants du film Ghibli peuvent également nous faire penser à des monstres de la série Zelda, comme Gayla de The Wind Waker, Glagaila de Tears of the Kingdom, ou encore les Skytales de Skyward Sword. D'ailleurs, petite exclusivité française, la comédienne qui double Zelda dans la VF de Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom, Adeline Chetaille, est aussi la comédienne de la VF de Nausicaa, et aussi celle de Kiki la petite sorcière dans le film du même nom. Je cherche toujours un moyen de retourner à mon époque. J'y réfléchis sans cesse. Oh Baba, il cherche quoi, Maître Yupa, depuis toujours? Je ne suis pas pressée, je peux peut-être essayer de vous aider. Si ça c'est pas beau. En tout cas, dans Nausicaa de la Vallée du Vent, Miyazaki critique la guerre, l'utilisation insensée de la technologie et la pollution. Et c'est une chose qu'il fait dans de nombreux films, pour ne pas dire dans quasi tous en fait. Breath of the Wild et Tears of the Kingdom semblent adopter un message similaire, faire attention à la technologisation du monde et sublimer la nature. Pour ce qui est de la critique de la guerre, c'est aussi un message que la série a toujours un petit peu véhiculé. Dès Ocarina of Time par exemple, on comprenait que la famille royale d'Hyrule n'était peut-être pas toujours du côté des gentils, dans les guerres qu'elle avait elle-même causées d'ailleurs. Dans les Zelda comme dans les Ghibli, on souhaite montrer à quel point la simplicité est belle et à quel point notre environnement doit être préservé. Chez les uns comme chez les autres, vous remarquerez par exemple que les esprits des forêts sont souvent des êtres paisibles et pacifiques, comme Totoro pour ne citer que lui. Et les ressemblances dans le symbolisme entre ces deux firmes ne s'arrêtent pas là. Chez Zelda comme chez Ghibli, c'est la figure féminine que l'on souhaite souvent mettre en avant. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi on joue Link alors que c'est Zelda le titre du jeu. De la même manière, même quand le personnage que l'on suit est un garçon, le titre des films Ghibli comprend souvent le nom de la jeune fille. Princesse Mononoke, Nausicaa, Chihiro, Kiki, Ponyo, etc. Dans une société japonaise qui a une vision assez bornée et étriquée de la femme, elle n'est pourtant pas assimilée au rôle de la pauvre jeune fille en détresse dans les Ghibli. Et c'est une vision que semble de plus en plus adopter Nintendo avec sa série Zelda. Pour évoquer un autre point, les films Ghibli et les jeux Zelda mettent souvent en avant des personnages principaux jeunes, voire très jeunes, des enfants même. Ceci colle parfaitement au message sur la simplicité et le pacifisme évoqué précédemment. Et voilà, je crois que nous avons fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de vous mettre tranquillement au chaud devant un bon Ghibli ou de jouer un bon Zelda, ou les deux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et je vous dis à bientôt.